Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Cadre dans lequel je reçois Monica, une jeune femme de 25 ans qui, depuis plus de 2 ans, est atteinte d'une maladie auto-immune rare. Elle a accepté de se livrer sur son combat quotidien face à la maladie. Alors, pour en savoir plus, restez connectés car c'est tout de suite sur Sarah Studio Création. Alors moi je suis là aujourd'hui pour vous parler, pour te parler de ma maladie qui est survenue il y a 2 ans, on va dire le 2 décembre, ça va faire 2 ans que j'ai une maladie neurologique qui n'est pas encore définie, donc ça veut dire que c'est tellement rare que ils n'ont pas encore trouvé ce que j'avais actuellement, enfin aujourd'hui ils savent pas ce que j'ai exactement. Du coup, t'avais quel âge quand t'as découvert ta maladie ? Là j'ai 25 ans, j'avais 23 ans. En fait, c'est venu en fin d'année, le 2 décembre. Enfin non, ça a commencé en novembre, mais j'ai été hospitalisée le 2 décembre. Quels ont été tes premiers symptômes ? Comment t'as su qu'il fallait que t'ailles consulter un médecin ? En fait, j'ai mis énormément de temps à me rendre compte qu'il fallait que j'aille consulter, parce que en fait, quand je prends du recul et que je regarde aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis mais j'ai attendu de ouf en fait, mais parce que quand un truc comme ça t'arrive, tu penses pas que t'as une maladie, en fait tu te dis ouais ça va passer. C'est de la fatigue. Ouais voilà exactement. En fait les premiers signes c'était quoi ? C'est que en fait j'ai commencé à travailler dans un hôtel en octobre. Ok. Donc j'ai travaillé un mois, mais j'étais tout le temps malade en fait. Après je sais pas si c'est lié, tu vois, à ma maladie, mais c'est vrai qu'avant d'être hospitalisée, donc j'ai une grippe, après j'ai une gastro, après j'ai une angine, mais je les enchaînais, tu vois. Donc j'étais tout le temps en arrêt en fait, ou j'étais tout le temps en retard ou quoi que ce soit. Et après ça, ma motricité elle commençait à plus être parfaite. Ça veut dire que moi je travaillais debout avant. Okay. Donc ça veut dire que des fois mon bras il se paralysait. Tu vois, j'arrivais plus à l'utiliser, mais pendant quelques secondes. D'accord, ok. Où j'étais debout et j'avais des vertiges. Enfin, je saurais pas décrire exactement, mais on va dire que j'appelais ça des vertiges. J'avais des vertiges. Et t'avais quand même des signes marqués. Ouais, j'en avais. Et t'avais quand même mis du temps à les consulter. Et donc, et à un moment, ça commençait à être récurrent dans la journée. Et je disais à mes collègues, mais attends, c'est une dinguerie ça, fois. Tu vois ? Pas grave. Et après, j'ai commencé à être fatiguée, mais vraiment de la fatigue. Pas de la fatigue, genre tu dis dans la journée t'es fatiguée, mais j'étais vraiment fatiguée. Et j'étais tellement fatiguée que j'étais en période d'essai à cette époque. Okay. Et j'ai dit à ma responsable, écoutez, je suis trop fatiguée en ce moment. Donc je vais arrêter. Je leur ai dit, je pense que ça sert à rien que vous me regardez parce que pour l'instant je vais pas bien. T'avais envie de t'investir à fond. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit, je vais pas pouvoir être là tout le temps. Je suis tout le temps malade, je suis fatiguée. Donc c'est mieux qu'on arrête. Et ma responsable m'a dit, écoute, non, t'as ta place dans l'équipe. Donc on peut te garder, mais c'est juste que tu seras pas payée pendant cette période. Et quand ça va mieux, tu nous rappelles. Ouais, donc ils ont quand même été bienveillants. Franchement, je les remercie aujourd'hui parce que je suis tombée malade et j'avais la mutuelle. Et grâce au fait qu'ils m'aient gardée, j'ai pu garder cette mutuelle. Si j'avais pas de mutuelle, je serais un peu dans la merde, quoi. Donc une fois que tu prends l'initiative d'aller consulter le médecin... Non, mais c'est pas tout de suite. Donc j'arrête de travailler et je fais que dormir toute la journée. Je dors. Mais vraiment un ours, je dors toute la journée. Est-ce que t'as pensé à autre chose à ce moment-là ? Est-ce que tu t'es dit que ça pouvait être... Non, je me suis pas inquiétée en fait. Je dormais, mais vraiment je crois que je me réveillais que pour faire pipi et pour aller manger. Pour manger, tu vois. Et même je crois que des fois je mangeais pas beaucoup. Et en fait, à chaque fois que je me réveillais, mon œil, il tombait. Il commençait à tomber comme si j'avais un strabisme. Comme ça. Et en fait, c'était de plus en plus prononcé dès que je me réveillais en fait. Et mon copain, il me disait mais
mais ça va pas là, enfin ton œil et tout. Et je disais ouais, je sais, enfin c'est bizarre, tu vois. Et en fait j'en parlais à ma famille et tout. Mais tu sais quand tu dis ouais mon œil tombe, enfin c'est Ouais, pas que t'es pas pris au sérieux, mais on va te dire ouais mais t'inquiète, enfin Ouais. demain ça va passer C'est quoi. ça. Ou peut-être qu'il faut que tu ailles consulter un ophtalmo parce Ouais que... voilà, un petit truc, ben, tu vois. Petite poussière. Et puis moi vu qu'on s'alerte pas, bah moi je m'alerte. Mais bien. Et en fait, il y a un jour où, après 3 jours, je crois, j'avais déjà arrêté le travail depuis 3 jours. Ce soir-là, j'étais censée aller à ma remise de diplôme. Ok. Mais mon œil tombait tellement que j'ai pas pu y aller. Je me suis dit non, je vais pas y aller comme ça, c'est mort. Ouais. Il fallait que je ferme un œil pour avoir une vue correcte. Waouh. Et ça devenait compliqué parce que je pouvais rien faire seule. Du coup, je voyais vraiment plus et je pouvais pas marcher toute seule, etc. Donc mon copain il m'a dit bah écoute, moi je vais prendre rendez-vous chez l'ophtalmo, tu vas aller parce que là c'est pas normal, tu vois. Donc j'arrive chez l'ophtalmo, il me fait les tests et tout. Et il me dit mais je comprends pas parce qu'en fait on ausculte votre œil droit, il y a rien. On ausculte votre œil gauche, il y a rien. Mais il y a ça quoi, il y a ce que vous avez. Donc moi je vais vous envoyer à l'hôpital des 15-20. En fait c'est l'hôpital spécialisé pour les yeux. Et vous allez faire des examens parce qu'en fait c'est au-delà de nos compétences. En fait ce que vous avez ça relève pas de nos compétences. D'accord. Et à cette époque j'habitais chez mon copain, j'habitais pas chez mon papa. Donc là je vais chez mon père et tout, je lui explique et une fois il me dit ouais c'est bizarre ce que t'as et tout, il commence à s'inquiéter tu vois. Il me tient la main tout le chemin. Et on arrive à l'hôpital et on fait plein d'examens. Et après, en fait, il faut savoir que cette année-là, en 2019, ma soeur, elle est née. Donc mon père, il pouvait pas rester avec moi tout le temps. Bien sûr. Parce qu'il y avait... Je te sens émue. Ouais. En fait, je pense que si j'en parle pas, je vais pas guérir, entre guillemets. J'arrive. Et donc mon papa il pouvait pas... Enfin ce jour-là il devait aller chercher ma soeur qui était à la crèche et donc il me dit bah je te laisse là avec Brian, mon petit frère. Et puis après tu rentres avec lui. Moi je peux pas... Aujourd'hui je peux pas parce que j'ai cherché ta soeur. Donc on fait plein de tests, on fait plein de scanners, on fait plein d'IRM. Mais déjà c'est lourd quand même. C'est long en fait, c'est long et il faut savoir que moi j'étais fatiguée. En fait, là je te raconte ça comme ça, mais quand je faisais les examens et tout, bah, je commençais à être fatiguée en fait. Parce que c'était juste après les 3 jours, je dormais toute la journée, donc j'avais presque plus de force en fait. À la fin, vers 23h, un truc comme ça, ils nous disent bah écoutez, faut que vous reveniez demain parce que là il n'y a pas de médecin, en fait il n'y a que des infirmiers. Je pense qu'il fallait un neurologue, il n'y avait pas de neurologue en fait. Surtout que c'est une médecine spécialisée. Ouais voilà, et donc j'y retourne encore le lendemain avec mon père. Déjà que t'es fatiguée. Ouais ça me faisait faire des allers-retours mais ça va parce que j'étais pas seule. Donc là en fait on fait pas d'examen, on va direct voir un médecin et elle me dit elle me prend toute seule et elle me dit expliquez-moi ce que vous avez. Et en fait je commence à expliquer et je me rends compte que quand je lui explique, ma façon de parler elle est lente. En fait je suis lente et elle a du mal à comprendre ce que je dis et c'était pas clair ce que je disais, enfin c'était pas clair, c'était pas, ça avait du sens mais c'était je sais pas, je saurais pas te dire. Mais j'arrive à comprendre quand même. Et en fait, elle me regardait comme ça et elle répétait ce que je dis pour être sûre d'avoir bien compris. D'accord. Et elle m'ausculte, etc. Et après ça, elle va voir mon papa et elle dit écoutez monsieur, votre fille, je sais pas ce qu'elle a exactement, mais il y a beaucoup d'incohérences dans les tests et dans les examens qu'on lui a fait faire. D'accord. Mais il faut pas la laisser comme ça dans la nature, on va essayer de lui trouver une place dans l'hôpital le plus proche de chez vous, pour qu'elle se fasse hospitaliser et que là elle voit des spécialistes. En fait ils arrivent à trouver une place pour moi à Foch, à l'hôpital Foch qui est à 5 minutes de chez moi. Donc là on va à l'hôpital Foch et on va à l'étage dédié aux maladies neurologiques, le service.
Et là, j'attends pour ma chambre, mais en fait, je pense que je réalise toujours pas ce qui m'arrive, genre, parce que ça va vite. Ça va vite sans aller vite, mais moi je suis fatiguée. Je suis encore dans le truc de... Je me rappelle que quand on attendait pour que j'aie ma chambre, j'étais en train de dormir. Ouais, j'étais en train de dormir, j'attendais avec mon père. Et dès qu'ils me disent c'est bon, la chambre elle est prête, je vais dans la chambre et je dors. Comme si... Je dors. Ouais, En fait, tout ce que je veux c'est dormir. C'est vraiment... C'est comme si je t'ai dit, genre, je sortais d'un truc où j'avais pas dormi pendant des jours et des jours et je dors. Et donc après ça, au début c'était compliqué parce que en fait chaque jour mon état il se dégradait. En fait j'avais de moins en moins de force, j'arrivais de moins en moins à parler et je faisais toujours plein d'examens mais je savais pas ce que j'avais. Et psychologiquement à ce moment-là t'es comment? Je réalise pas. En fait, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que j'ai mis énormément de temps à réaliser que j'étais malade. En fait. Est-ce que tu voulais pas l'accepter? C'est pas que je voulais pas l'accepter, c'est parce que je pense que moi je me sentais en sécurité parce que ma famille elle a toujours été là pour moi. Et je me dis ouais, ok, mais c'est pas grave parce que je suis pas toute seule en fait. D'ailleurs, petite parenthèse dans tout ça, comment ta famille elle a réagi? Mais je pense que c'était plus dur pour eux que pour moi. Parce que moi je voyais pas. En fait, eux me voyaient mais moi je me voyais pas. Et du coup, je voyais que dans leurs yeux, quand ils me voyaient, ma maman elle a déjà pleuré, mes sœurs, tu vois, elles étaient pas bien. Mais moi je le voyais pas. Enfin, je le voyais, mais je voyais pas ce qu'ils voyaient eux. Enfin, je me dis toujours que ça aurait pu être pire, j'aurais pu ne pas avoir de famille, ou tu vois. Mais là j'étais vraiment bien entourée. Et donc au début c'est dur parce que ma mère elle habitait pas encore à Paris. D'accord. Et donc on lui explique. Et en fait moi je dis à mon papa, je veux que tu le dises à personne, je veux pas que... Enfin parce que pour moi en fait j'allais... Pourquoi? Parce que déjà j'aime pas attirer l'attention sur moi. Je voulais pas en fait qu'on vienne me voir à l'hôpital, je voulais pas. En fait tu voulais pas être prise en pitié? Je voulais pas qu'on ait pitié de moi, je voulais pas qu'on vienne me voir à l'hôpital, je voulais rien en fait. Je voulais que ça se termine vite pour que moi je sorte de l'hôpital et que j'aille à New York. Parce que moi je devais aller à New York. Ça c'était le but. Franchement, de base il allait à New York. Mais grave. Mais tu sais que cette histoire elle est encore là. Je l'ai jamais accepté, c'était horrible. Et je me rappelle que j'étais malade et ma mère en fait elle me disait mais tu sais que tu vas pas aller à New York. Je dis mais si. T'inquiète pas que là ça va aller. Ouais. Tu vas la pire, ils vont m'aider à monter dans l'avion. Mais moi, à New York, j'y vais, tu vois. Donc ouais, tu t'y voyais vraiment... en fait, j'avais tellement envie d'y aller. C'est vraiment un voyage que j'avais envie de faire. Je me rappelle quand j'étais encore au taf. Tous les jours, je notais des adresses pour New York. Donc voilà, donc en fait, j'avais pas envie. Je disais à mon père, mais quand je disais à tout le monde, c'est je veux pas que tu dises à mes sœurs en fait. Donc ta famille proche? Ouais, je voulais pas, encore moins mes copines. Enfin non, je voulais pas que ça se sache parce que pour moi, j'allais sortir. Pour moi, j'allais refaire ma vie, j'allais reprendre ma vie et que... Oui, tu pensais pas que ça allait durer aussi longtemps? Vraiment pas, je voulais pas que ça sache. Et mon père, au début, il sait pas trop, donc il me dit ok, je dirai rien, t'inquiète pas et tout. Et en fait, faut savoir que mon père travaillait pas, donc il venait rester avec moi tous les jours parce que j'avais pas envie d'être toute seule. Et en fait, comme je t'ai dit, chaque jour, mon état il se dégradait. Et j'ai fait des biopsies, je sais pas si tu sais ce que c'est. En fait, c'est quand on va prendre un petit bout de toi, oui, de n'importe quelle partie de ton corps pour faire des analyses profondes. Des analyses et voir en fait si on met ça, est-ce que ça va réagir, tu vois. Et en fait, je me rappelle qu'un jour, ils ont fait une biopsie de l'intérieur de mon nez. Et là, franchement, c'était le jour où j'étais vraiment très faible. En fait, j'arrivais même plus à parler. En fait, c'est mon père qui restait avec moi.
Et je me rappelle qu'il me poussait sur un fauteuil. D'accord. Parce que je pouvais plus marcher, tu vois. Et ce jour-là, je voulais vraiment pas le faire, ce truc. Parce que si je pouvais marcher, T'aurais courir. refait. Tu serais sortie. Donc ce jour-là, donc je le fais et tout. Et en fait, il m'arrache. Il m'arrache un bout de l'intérieur de mon nez. C'est horrible. Autant te dire que c'est horrible. Est-ce que t'es anesthésiée à ce moment-là? En fait, ils te mettent un truc avant dans le nez pour anesthésier l'intérieur, mais Et tu sens. je le sens. Et mon père me tient la tête pour pas que je bouge parce que je voulais pas. Et c'était horrible. Et après ça, j'ai fait une IRM. Juste après, en plus, j'enchaînais les analyses. J'en pouvais plus en fait. Bah, c'est clair. J'enchaîne avec une IRM. Et en fait, pendant que tu fais une IRM, faut pas bouger. Ok. Sauf que moi, je sais pas, j'avais des espèces de tocs, on va dire. Et j'arrêtais pas de bouger parce que je voulais pas le faire en fait. Ouais, tu te sentais Et pas... tu sais, dans l'IRM, il y a du bruit. Oui. Et moi, je suis hyper sensible au bruit. Et encore plus quand je suis en rechute. Donc, ils ont dû m'endormir. Et en fait, ce jour-là, je crois que c'était juste avant les vacances de Noël. Oui. Et ma mère, elle dit, bah, j'arrive. Elle arrête de travailler. Et mon copain, il est en vacances parce qu'il travaille dans une école. Du coup, il y avait les vacances. Et donc en fait, je me réveille et je vois ma maman, et je vois mon copain, je vois mon frère, je vois mes soeurs. Et moi, bah ça va mieux, tu vois. Ouais. J'oublie qu'on m'a arraché du nez, Ouais, j'oublie l'IRM, tu vois. Mais enfin, moi j'étais contente parce que j'étais plus toute seule. Bien sûr. Mais eux n'étaient pas contents dans le sens où je faisais que enchaîner les analyses. Est-ce que quand tu t'es réveillée et que t'as vu toute ta famille, donc t'étais contente, mais est-ce que t'as quand même eu un peu ce stress de se dire pourquoi tout le monde est là en fait J'ai jamais eu peur. Ah. C'est trop bizarre parce que tu vois, je me dis, des fois je me dis, oh, c'est chaud quand même ce que t'as vécu. Mais j'ai jamais eu peur, vraiment j'ai jamais eu peur parce que bah, je pense que c'est parce que j'étais pas toute seule. Ouais, d'où l'importance d'être entourée Ah ouais, parce dans que des moments moi, comme ça. Parce ouais, que... vraiment, dans mon service, il y avait des gens qui étaient tout seuls, qui avaient jamais de visite. Wow. Moi j'étais la personne, limite, qui faisait chier à l'hôpital parce que Tout le monde parce que tout le monde venait à n'importe quelle heure comme si c'était un bar. Genre mon frère, il arrivait à 3h du matin. Ah ouais. Et un truc aussi qui m'a énormément touchée, c'est mon copain, mon frère et ma cousine. Comme c'était à l'époque la période de Noël, en fait ils avaient décoré ma chambre. Ils avaient mis des trucs sur la fenêtre, ils avaient mis des guirlandes et tout. Du coup, à chaque fois que les infirmières rentraient, elles disaient « Ah, ouais, c'est joli, vous avez de la chance et tout ». Et donc voilà, donc ouais, moi je t'ai dit, je me suis rendu compte que l'année d'après, que je me suis dit « Ah, mais en fait, t'es malade en fait ». Et quand t'es sortie enfin de l'hôpital et que tu t'es dit enfin je rentre chez moi, t'étais comment? Bah, j'étais trop contente, mais en même temps, c'était le confinement. J'ai suivi le corona depuis le début, quand il y avait 3 cas en France. Et je me suis dit, oh putain. En fait, ce que j'ai fait 2 hôpitaux. Ok. J'ai fait Foch. Mais Foch, c'est vraiment quand je suis vraiment pas bien. Ok. Mais sauf qu'après, quand tu restes alité pendant un mois, plus d'un mois, et que tu n'utilises pas tes mains, qu'on fait tout pour toi en fait, parce que tu Bien peux sûr. plus rien faire toute seule, bah, il faut que tu retravailles tout ça. Est-ce que tu t'es vue perdre ta motricité? Je l'ai vu, je me brossais pas les dents toute seule. Je me rappelle que je me forçais en fait, parce que je t'ai dit, pour moi, je réalisais pas que j'étais malade. Donc je me forçais et en fait, il y a des infirmières qui rentraient dans ma chambre et qui me disaient, est-ce que vous voulez de l'aide? J'ai vu que ça allait pas et tout, et moi je disais non, j'ai pas besoin. Alors qu'en fait, bien sûr que j'en avais besoin, mais j'avais pas envie en fait. Tous les matins, je me forçais à aller ouvrir mes volets. D'accord. Mais c'était très dur. Il y a un jour où je suis tombée. Parce que j'arrivais pas à marcher, mais moi je me disais non, c'est mort. Et en fait, je suis tombée. Et heureusement, une infirmière est venue dans ma chambre et elle m'a vue par terre. Parce que j'arrivais pas à me relever, parce que forcément j'avais pas de force. Et elles m'ont aidée. Mais c'était vraiment. C'est dur à accepter. Que tu puisses marcher et le lendemain on te dit on te dit rien en fait. Parce que on m'a rien dit. On me disait même pas ce que j'avais.
le jour où je suis retournée à l'hôpital, enfin où j'ai changé d'hôpital en fait, moi j'étais contente, je me suis dit ouais, ça veut dire que c'est bientôt la fin et tout. En fait non, tu recommences à zéro dans un autre hôpital. Bon, c'est un bon signe parce que ça veut dire que ça va, mais c'était plus pareil parce que déjà c'était à Arbreuil, donc c'est pas très loin, mais ça veut dire que t'es un peu plus loin quand même de ta famille. Voilà, et qu'on peut pas venir me voir, enfin les gens travaillent et tout, tu vois, enfin ma famille travaille et tout. En plus, ils étaient grave sur mon dos là-bas parce qu'en fait je voulais faire comme je voulais en fait. Sauf que bah tu peux pas faire comme tu veux partout, tu vois. Il fallait que je mange toute seule. D'accord. En fait, ils te poussent un peu là-bas, tu vois. Oui, pour que tu réapprennes vraiment. Sauf qu'au début, ça me saoulait parce que bah j'arrive pas, tu vois. Et ils me disent bah non, bah tu vas y arriver, tu vas manger toute seule. Si tu veux qu'on t'aide pour ta douche, c'est pas ton copain qui va t'aider, c'est une infirmière. Enfin, tu vois, genre, ils voulaient vraiment. Ah non, c'est plus foche. Et moi, ça me saoulait. C'était le confort. C'était le bendo. Et en fait, bah, après, j'ai eu une kiné. J'avais une kiné, j'avais une neuropsy et j'avais une. Comment ça s'appelle ? Une orthophoniste. Ok. Que je voyais tous les jours en fait. Parce que là, du coup, ton traitement en ce moment, c'est quoi ? En ce moment, je prends encore des corticoïdes. C'est le traitement en fait qu'ils m'ont prescrit depuis que je suis sortie de l'hôpital la première fois. Mais c'est pas un traitement à long terme, si tu veux, ils veulent pas que je le prenne à long terme parce que c'est pas bon pour le corps. Sauf qu'il n'y a que ça qui marche, sinon je vais à l'hôpital, donc c'est un peu compliqué. Après ma première hospitalisation, j'ai fait 4 chutes. Ah oui. Je suis allée 4 fois à l'hôpital. Donc en fait, dès que j'avais plus de corticoïdes dans mon corps, la maladie elle revient. Donc là, je vais voir un spécialiste dans une fondation qui se trouve pas à Paris. D'accord. J'ai oublié. C'est pas grave. Et je vais le voir en fait en lui donnant mon dossier s'il peut trouver un traitement pour moi. Mais en fait, comme disait mon médecin, c'est compliqué parce que comme on sait pas ce que vous avez, on peut pas vous donner n'importe quoi. Exactement. Tu vois, c'est... Parce qu'il faut pas non plus que le traitement il l'aggrave ou qu'il ait des répercussions des années plus tard sur quelque chose. Donc pour le moment, je suis un peu dans un tourbillon en fait. Mais bon, j'essaye de relativiser et je me dis que je vais forcément un jour trouver un médecin qui va trouver quelque chose. D'ailleurs, s'il y a des médecins qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à nous envoyer un message, je ne sais jamais. Franchement, si ça peut aider. Et qu'est-ce que tu aimerais dire justement aujourd'hui à ta famille, mais aussi à des personnes qui peuvent se retrouver dans ton cas, qui traversent une maladie, qui traversent... Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? À ma famille, je ne saurais pas. Je suis trop bien entourée. J'ai ma maman qui est venue, qui s'est occupée de moi. Mais vraiment, genre, qui a fait des trucs comme si j'étais un bébé parce que je pouvais pas. J'ai mon papa qui venait rester avec moi dès qu'il déposait ma soeur et qui repartait aller la chercher. Enfin, tu vois, qui faisait des allers-retours. Bien sûr. J'ai mon frère, à sa façon, qui venait rester avec moi, En fait, c'était vraiment... c'est vraiment un tout. Et en fait, je me dis, mais t'as pas le droit de laisser tomber, en fait. T'as pas le droit de dire que t'arriveras pas, t'as pas le droit parce que t'as tout pour ne pas laisser tomber, exact. Tu vois. Et il y a des gens qui n'ont pas la chance que toi, tu as d'avoir une famille comme ça. Après, il n'y a pas que ma famille, il y a mes amis aussi, mes copines qui sont venues me voir. Et en fait, je m'interdis de laisser tomber. Des fois, j'en ai marre de retourner à l'hôpital, j'en ai marre de faire des rechutes. Mais je me dis, il y a des gens qui ont des maladies encore plus graves que la tienne et qui sont tout seuls. Toi, t'es pas toute seule. Il y a tout le monde qui est là pour toi. Derrière toi. Donc tu peux pas. C'est même pas forcément pour moi, mais pour eux, tu vois aussi. C'est ta façon à toi de leur dire merci. Ouais, je peux pas leur dire merci
comme tu dirais merci à quelqu'un qui te dépanne 1 euro, tu vois. C'est beaucoup plus profond, on va dire. C'est vraiment, je pense que je pourrais jamais leur dire merci comme je voudrais, mais tu sais, tu te rends jamais compte de ce que tes parents et ton entourage pourraient faire pour toi tant que tu l'as pas vécu. Tu le sais que ta maman sera toujours là pour toi et ton papa, mais quand tu le vois, tu te dis ah ouais, quand même. Que ça prend vraiment tout son sens. Ouais, exactement. Franchement, Monica, merci. Je t'en prie. Ça m'a trop fait plaisir. Bah merci à toi, merci beaucoup, et j'espère que je sais pas si ta chaîne elle sera regardée par des gens qui ont ma maladie. Bah j'espère. Franchement, j'espère vraiment que quelqu'un va passer par là et il va se reconnaître, va se dire ah mais voilà, j'ai vécu la même chose. Qui connaissent des gens. Exactement. Franchement, écoutez, merci beaucoup. Si le concept de l'émission vous a plu et que vous souhaitez y participer, pour partager un témoignage ou parler d'un projet, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse suivante sarahstudiocreation@gmail.com ou contactez-nous directement sur Instagram sarahstudio-création. Alors à très vite!